Bonjour à tous. Voyons le module 12 aujourd'hui. Dans un écoulement graduellement varié, la vitesse varie le long du canal. Par conséquent, la pente du lit, la pente de la surface de l'eau et la pente de l'énergie seront toutes différentes les unes des autres. Dans pratiquement toutes les activités d'ingénierie hydraulique et à surface libre, il y aura des calculs de profils d'écoulement graduellement variés. Les intérêts pour l'ingénierie sont considérables. Les applications sont diverses. On peut citer notamment la détermination de l'effet d'une structure hydraulique sur le modèle d'écoulement dans les canaux, l'inondation des terres due à la construction d'un barrage ou d'un déversoir, et l'estimation d'une zone inondable. De par son importance, les calculs des écoulements graduellement variés ont été un sujet d'intérêt pour les ingénieurs hydrauliques au cours des 150 dernières années. Notre objectif principal dans ce module est de savoir comment calculer un profil d'écoulement graduellement varié. On peut faire cela à l'aide de méthodes numériques. Nous allons voir deux de ces méthodes ici, soit la méthode directe, Direct Step Method, et la méthode standard, Standard Step Method. Les calculs de profil de surface graduellement variés doivent se faire en amont de la section de contrôle pour un écoulement sous-critique et en aval de la section de contrôle pour un écoulement supercritique. Tout comme pour le module 11, faisons un bref rappel de certaines notions vues lors des derniers modules. Un écoulement supercritique est contrôlé par l'amont, c'est-à-dire que les changements encourus en aval n'affecteront pas l'écoulement en amont. En revanche, lors d'un écoulement sous-critique, le niveau d'eau en amont est affecté par les caractéristiques du canal en aval, par exemple les élévations du lit ou encore par des contractions trop grandes. L'équation de Manning est un outil très pratique nous permettant de calculer la profondeur normale YN en fonction des caractéristiques d'un canal telles que le débit, la pente et le rayon hydraulique. Et enfin, on parle d'un point de contrôle lorsqu'il existe un endroit où il y a une relation unique entre le débit et la profondeur, comme par exemple une contraction du canal ou une augmentation du lit, où l'écoulement devient critique. Les points de contrôle peuvent se manifester sous plusieurs formes, comme par exemple une augmentation du lit provoquant un écoulement critique en aval, une contraction du canal provoquant un écoulement critique en aval, le passage d'une pente douce à une pente abrupte, ou encore une chute libre. Lorsqu'on parle de profondeur normale, cela veut dire que l'écoulement est contrôlé par la friction du canal. Et finalement, lorsqu'une vanne coulissante est utilisée pour contrôler l'écoulement, on peut souvent assumer que la profondeur de l'eau, juste après la vanne, est équivalente à 60% de la hauteur de l'ouverture de la vanne. Nous avons vu comment déterminer la variation de la profondeur dans les canaux lorsque l'écoulement varie graduellement en fonction de la distance. En évaluant le signe de cette équation, il est possible de déterminer si la profondeur augmente ou diminue avec l'écoulement. Pour plus de détails concernant cette notion, veuillez vous référer au module 11. Nous avons vu également, dans le module précédent, les différents profils selon la région dans laquelle se situe la profondeur initiale. Nous avons montré que la profondeur de l'eau augmente dans la région M1, que la profondeur de l'eau diminue dans la région M2 et que la profondeur de l'eau augmente dans la région M3. Similairement, nous avons montré que la profondeur de l'eau augmente dans la région S1, qu'elle diminue dans la région S2 et qu'elle augmente dans la région S3. Voici un résumé des trois régions en ce qui concerne les pentes douces et abruptes. Et enfin, voici un autre qui explique ce qu'il se produit lorsque la pente est critique, horizontale ou adverse. Souvenez-vous bien que pour ces trois types de pentes, seulement deux régions sont considérées puisque la profondeur normale coïncide avec la profondeur critique pour une pente critique et que la profondeur normale tend vers l'infini pour une pente horizontale et adverse. Voici un exemple typique d'application de ces notions. Ici, le processus d'étranglement causé par une élévation trop grande du lit mène à un profil M1 en amont. La formule du déversoir à seuil épais peut être utilisée afin de déterminer la profondeur de l'eau juste avant le déversoir. Cet endroit est donc un point de contrôle car la profondeur est critique au-dessus du déversoir et dépend du débit. Voici un deuxième exemple.
Ici, les piliers du pont agissent comme un canal de Venturi. L'écoulement supercritique après les piliers est suivi d'un ressaut hydraulique. Les profondeurs de l'eau avant et juste après les piliers dépendent des caractéristiques du pont. Ce sont deux points de contrôle. Et pour finir, un troisième exemple. Ici, l'écoulement est critique à la crête du déversoir du barrage pour maximiser le débit. C'est un point de contrôle. Un ressaut se produit lorsque les profondeurs en amont et en aval deviennent conjuguées. Le déversoir à seuil épais sert aussi de point de contrôle, comme nous l'avons vu. Voyons maintenant comment calculer la profondeur dans les canaux et les rivières. L'idée de départ est d'utiliser l'équation de l'énergie, comme cela a souvent été le cas jusqu'à maintenant. Nous avons déjà vu que certains paramètres clés comme la perte de frottement, HF, peuvent être estimés à l'aide de l'équation de Manning, entre autres. Donc voyons maintenant comment utiliser tout ça pour établir une relation entre deux points arbitraires choisis le long d'un canal. Rappelez-vous, dans le module 11, nous avons démontré que l'équation de l'énergie nous mène à dériver une relation entre la profondeur d'écoulement Y et la distance longitudinale X. On peut donc intégrer numériquement cette équation pour calculer Y à chaque point. La dérivée dy sur dx entre deux points est estimée comme étant delta y sur delta x en grand. Elle représente la variation moyenne entre deux points. Nous verrons ce que cela signifie de façon concrète dans les prochains exemples. Donc à partir de cette formule, il existe deux méthodes de résolution. Soit la méthode directe, où delta y est assumé et delta x est calculé, ou alors la méthode standard, où delta x est assumé et delta y est calculé. Voici la procédure à suivre pour utiliser la méthode directe. Ici, delta y est assumé et delta x est calculé. Les calculs impliquent que le débit Q soit connu. Première étape, on commence à un point de contrôle pour lequel la profondeur est connue. Si l'écoulement est supercritique, on va de l'amont vers l'aval. Mais si l'écoulement est sous-critique, on va de l'aval vers l'amont. En deuxième étape, on assume une valeur pour Y2 en nous basant sur le type de profil, ou la région dans laquelle l'écoulement se situe. Ensuite, on calcule delta Y, qui est simplement la différence entre Y2 et Y1. En quatrième étape, on calcule la valeur de K moyen. À l'aide du débit connu et des deux profondeurs connues, on calcule la valeur de K dans chaque cas et on fait simplement la moyenne des deux résultats. En étape 5, une fois que K moyen est trouvé, on peut calculer la distance du point 1 à laquelle nous aurons une profondeur Y2, c'est-à-dire la distance delta X. Ce processus peut être répété plusieurs fois afin de trouver plusieurs profondeurs et distances longitudinales et être en mesure de tracer le profil d'écoulement. Il existe bien sûr des ressources en ligne disponibles qu'on peut utiliser pour calculer la profondeur d'eau dans les canaux et les rivières pour un écoulement graduellement varié. Ce lien permet de calculer le profil de l'eau pour une section trapézoïdale ou rectangulaire. Voici un exemple qui illustre comment appliquer la méthode directe. Nous voulons déterminer le profil d'écoulement d'un canal rectangulaire avec les caractéristiques montrées ici. Notez qu'il est possible d'utiliser l'équation du déversoir afin de trouver la profondeur au point de contrôle, c'est-à-dire au-dessus du déversoir à seuil épais. Donc, on trouve la profondeur H à l'aide de l'équation du déversoir. Cette profondeur de 4 mètres est calculée en considérant une hauteur de déversoir de 2,5 mètres. Cela revient à dire que la profondeur totale par rapport au lit du canal Y est de 6,5 mètres. Nous allons utiliser ce point de profondeur connu et nous diriger vers l'amont afin de calculer la profondeur à d'autres points et ainsi parvenir à tracer le profil d'écoulement. On sait, d'après les profils d'écoulement dérivés, que plus nous nous dirigeons vers l'amont, plus la profondeur se rapprochera de la profondeur normale. La prochaine étape consiste à calculer la profondeur normale Yn et la profondeur critique Yc. Pour la profondeur normale, comme d'habitude, il faut utiliser l'équation de Manning. Mais pour la profondeur critique, nous pouvons utiliser l'équation simplifiée pour les canaux rectangulaires.
Nous trouvons donc un YN de 4,43 mètres et un YC de 2,45 mètres. La comparaison entre ces deux profondeurs confirme bien qu'il s'agit d'un canal à pente douce. Donc, nous faisons face à un écoulement dans la région M1. Pour construire le profil, nous allons partir du point de contrôle avec Y égale 6,5 mètres et nous diriger point par point vers la profondeur normale en amont qui est de YN égale 4,43 mètres. La différence de profondeur entre les deux points est de 2,07 mètres. Si on veut avoir 10 points intermédiaires, par exemple, il faut calculer delta x à chaque fois que la profondeur baisse de 0,2 mètres. Donc notre delta y vaut moins 0,2 mètres. Le signe négatif ici représente le fait qu'on se dirige vers l'amont et donc la profondeur de chaque point subséquent sera moins grande que celle du point précédent. La variation de profondeur avec la distance sera négative. Calculons l'emplacement du point x2 qui, rappelons-le, est le point avec une profondeur de 0,2 m inférieure à la profondeur du point de contrôle. Point de contrôle qui est lui-même notre point de départ. Donc la profondeur y2 au point x2 est de 6,3 m. Vous pouvez voir ici le calcul détaillé du nombre de Froude ainsi que celui de la pente de friction SF, et ce aux deux points d'intérêt. Cette étape nous permet de calculer les valeurs moyennes du numérateur, donc 1 moins FR au carré, et du dénominateur S0 moins SF, du paramètre K défini un peu plus tôt dans ce module. Finalement, on trouve que le point ayant une profondeur de 6,3 mètres se situe à 139,8 mètres en amont du point de contrôle initial. En programmant le même problème dans un tabulateur, il devient relativement facile de trouver tous les autres points intermédiaires et de tracer le profil d'écoulement. Évidemment, un outil comme Excel ou n'importe quel autre tabulateur peut servir à résoudre ce type de problème. Voici un deuxième exemple de l'application de la méthode directe. Une vanne coulissante est située dans un canal rectangulaire dont la pente est de 0,005. La largeur est de 4 mètres et le coefficient de Manning est n égale 0,015. L'ouverture de la vanne est de 1 mètre et le coefficient de contraction est cc égale 0,6. Si on prend alpha égale à 1,1 et que bêta égale à 1, déterminer l'emplacement du ressaut hydraulique lorsque le débit est de 20 mètres cubes par seconde et que la profondeur en aval est contrôlée à 2 mètres. Déterminer ensuite le profil de la surface en aval de la vanne coulissante. Soulignons les informations clés que nous allons utiliser pour résoudre ce problème. Pour débuter, nous savons que la profondeur juste en aval de la vanne peut être obtenue à l'aide du coefficient de contraction Cc qui est de 0,6. Donc la profondeur au point Y est de 0,6 fois 1 mètre, ce qui donne 0,6 mètres. Nous savons aussi que pour le ressaut hydraulique, pour qu'il ne soit pas submergé, la profondeur conjuguée de la profondeur YD doit être supérieure à 0,6 mètres. Il suffit donc de calculer la profondeur conjuguée de YD. On trouve que Y2 égale 0,88 mètres, ce qui est effectivement plus grand que Y1. Il y aura bel et bien un ressaut hydraulique qui se produira lorsque la profondeur sera de 0,88 mètres. Nous devons ensuite déterminer l'emplacement de ce ressaut et pour cela, on utilise la méthode directe. Voici le calcul dans le tableur. Ici, nous avons subdivisé la distance en intervalles de 0,04 m de profondeur. Cela revient à dire qu'à partir du point Y1, soit le point de contrôle, le point suivant est placé tel que sa profondeur soit de 0,04 m supérieure. Selon les calculs, on trouve que ce point se situe à 12,4 m en aval du point Y1. En suivant le même algorithme pour les autres points et en cumulant les distances trouvées, on peut voir que la distance entre les points Y1
et le point du ressaut hydraulique Y2 est de 90,61 mètres. De plus, on peut aussi estimer la longueur du ressaut en assumant qu'elle est approximativement 10 fois plus grande que sa hauteur. Ainsi, nous estimons que la fin du ressaut hydraulique sera située à 101,81 mètres en aval du point 1. Faites attention, lorsqu'on choisit les intervalles de profondeur, nous ne voulons pas perdre trop de précision, car il s'agit d'une méthode numérique approximative. Il est donc recommandé de ne pas choisir des intervalles de profondeur trop grands en tenant compte de la variation du profil. Il existe une autre méthode permettant de tracer le profil d'écoulement. Il s'agit de la méthode standard. Dans cette méthode, on assume une distance longitudinale Δx et on calcule la variation de profondeur par rapport au point précédent. En partant de l'équation de l'énergie, le concept de l'énergie spécifique et de la pente de friction, il est possible d'obtenir une expression pour Δx présentée ici. Nous allons nous servir de cette formule pour les exercices. Notez que la notation dans les équations fait référence au point plus en amont avec la mention up et le point plus en aval avec la mention down. La solution pour les points individuels en utilisant cette méthode est itérative. Elle est beaucoup moins pratique que la méthode directe et ne peut pas vraiment être implémentée directement dans un tabulateur comme pour la méthode directe. Nous ne verrons pas d'exemple de cette méthode ici et elle ne sera pas évaluée à l'examen. Voici quelques cas typiques de pertes locales pouvant subvenir dans les canaux ouverts ainsi que les coefficients KL correspondants. Par exemple, lorsque nous avons un coude, on peut calculer les pertes locales de façon similaire à ce qui a été fait pour les conduites sous pression, avec un coefficient KL de 0,5. HEC-RAS est un programme informatique qui modélise l'hydraulique d'écoulement de l'eau dans les rivières naturelles et dans certains canaux. Avant la mise à jour de 2016 pour la version 5.0, le programme était uniquement unidimensionnel. Cela signifie qu'il n'y avait pas de modélisation directe de l'effet hydraulique des changements de forme de la section transversale, des virages et autres aspects bidimensionnels et tridimensionnels d'écoulement. Le logiciel permet à l'utilisateur d'effectuer des calculs d'écoulement constant unidimensionnel, d'écoulement instable unidimensionnel et bidimensionnel, des calculs de transport de sédiments ou de lit mobile et une modélisation de la température qualité de l'eau. Je vous laisse aller y jeter un coup d'œil. Il pourra peut-être vous servir un jour dans vos vies professionnelles futures. Voici ce qui termine ce module 12. Merci à tous de votre attention et bon travail à tous.